temps de choisir entre mourir par le fer et le poison. Et je leur dis à ces patriotes, notre patrie est en danger. Cela fait longtemps que nous ne vivons plus en démocratie. Il ne nous en reste plus que l'apparence. L'esprit de révolte et l'injustice sociale sont les terreaux du populisme. C'est en 1870, en Russie, que des activistes révolutionnaires de gauche prendront le nom de narodniki. Narod, en russe, veut dire peuple. Ces anarchistes qui vont vers le peuple seront désignés par un nouveau terme, populiste. Les narodniki regroupaient des intellectuels bourgeois qui prônaient la révolte paysanne pour rendre la société russe plus juste et plus équitable. Cependant, un fossé les séparait du monde paysan. Pour s'adresser à eux, les narodniki ont donc dû user d'un langage populiste qui prêchait des idées vagues et simplistes. Ces anarchistes vont rapidement déraper vers le terrorisme. Suite à des dissensions internes, poursuivis par la police, ils disparaîtront du paysage politique. Et pourtant, la graine du populisme plantée en Russie va rapidement germer sous différentes formes dans le monde entier. Historiquement et scientifiquement parlant, le populisme renvoie à quelque chose d'assez simple. C'est un discours contre les élites, à la gloire du peuple, contre les élites corrompues, au nom du peuple honnête et travailleur. Ce type de discours peut ensuite se décliner avec toutes sortes de variantes à gauche, à droite, de façon conservatrice ou progressiste, mais la base, c'est ça. La dialectique populiste réapparaît plusieurs fois dans le courant du XIXe siècle. En France, avec le général Boulanger, et l'on parle alors de boulangisme, et ensuite aux États-Unis, avec le People's Party, qui lors des élections présidentielles de 1892 fera du populisme à l'américaine, empreint d'une dimension religieuse. À chaque fois, ce sont des périodes de crise qui engendrent cette utilisation du populisme. Je crois que c'est la crainte, la peur. Nous sommes dans des sociétés exceptionnellement anxiogènes. Ces peurs sont liées à différents facteurs. Peur économique, peur culturelle, liée à l'immigration, peur pour nos enfants, peur pour nos acquis sociaux. Il y a là un cocktail explosif que les aventuriers populistes exagèrent, ils soufflent sur cela pour se hisser sur le pavois du pouvoir. C'est durant les années 30 et la montée du fascisme et du nazisme en Europe que le populisme prendra un aspect beaucoup plus inquiétant. Mussolini et Hitler ont tous les deux utilisé la dialectique populiste qui leur a permis de rassembler assez de voix aux élections pour ensuite installer un pouvoir totalitaire. La particularité du populisme, c'est une simplification à outrance de la complexité de la société. La société est complexe socialement, économiquement, institutionnellement, et le populisme nie l'existence de cette complexité et prétend en fait que la seule réalité qui mérite d'être dite et combattue, c'est simplement une usurpation du pouvoir par les élites au détriment du peuple. Et c'est donc la négation de la complexité sociale, économique et politique de la société au profit d'une vision extrêmement simplifiée. Dans les années 1950, le populisme continue à se propager, notamment avec Pierre Poujade qui mènera en France la révolte des paysans et des artisans contre le système fiscal. Grâce à ses discours simplistes, Poujade récoltera un nombre de voix impressionnant aux élections de 1956. Le poujadisme dérapera rapidement vers le racisme et flirtera avec le fascisme. Un des proches de Poujade, jeune élu au Sénat français, s'appelle Jean-Marie Le Pen. Je dis que le peuple de France veut vivre, n'en déplaise aux technocrates, et il le peut librement s'il le veut. La France est aujourd'hui comme hier la proie des banques apatrides. À partir du moment où on se laisse à des propos à l'emporte-pièce, à des invectives, à du simplisme,
à de la flatterie, eh bien, c'est la raison qui est victime. Le populisme permet donc aux partis politiques de recueillir des voix afin d'accéder au pouvoir. Le plus inquiétant est l'utilisation de la dialectique populiste par des partis d'extrême droite nationalistes. Des leaders nationalistes séduisent la population en lui tenant des discours agressifs, xénophobes et racistes. Cependant, l'utilisation de la rhétorique populiste n'est pas l'apanage de la droite. La gauche l'utilise aussi. Il parle alors de complot capitaliste, d'idéalisation du peuple travailleur et d'antilibéralisme. Le populisme est une rhétorique simplificatrice qui peut être de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. Elle peut être fasciste, elle peut être conservatrice, elle peut être progressiste. Je pense par exemple que des gens comme Silvio Berlusconi, Hugo Chavez, Arnold Schwarzenegger ou Margaret Thatcher ou encore Jean-Marie Le Pen sont chacun des leaders populistes, mais qui ont chaque fois appliqué une idéologie particulière sur la rhétorique populiste. Et donc le populisme n'est pas une idéologie, certainement pas. Il est une simplification particulière qui se greffe sur des idéologies. Ainsi, en Europe, la dialectique populiste est utilisée par de nombreux partis, toutes tendances confondues. Nous avons voulu voir concrètement comment cela se passe dans une société en situation de telle crise économique qu'elle a permis le développement exponentiel du populisme à tous les niveaux. C'est le cas de la Grèce. Tout au long de ce film, Panayote Dimitras, humaniste et démocrate, nous fera entrevoir la face cachée du populisme en Grèce. La culture politique grecque, elle était toujours dominée par un populisme fermé vers l'extérieur, depuis la création de l'État grec, à quelques exceptions près. Tous les partis politiques devaient partager cette attitude populiste pour avoir de la chance d'entrer au gouvernement ou de gagner beaucoup de sièges au Parlement. Panayote nous a emmenés sur la place Syntagma d'Athènes. Cette place, située en face du Parlement, est le symbole de la vie politique du pays. C'est ici que se tiennent toutes les grandes manifestations. Il y a 2 ans, suite aux manifestations des indignés, des Grecs ont commencé à se rassembler et pendant 2-3 mois, il y avait une manif continue des indignés. En quelques semaines, les indignés sont remplacés par des manifestants d'extrême droite qui occupent la place haute, proche du Parlement. À contre-pied, la place basse est occupée par des manifestants d'extrême gauche. Selon tous les analystes du populisme, c'était la grande messe du populisme de droite et de gauche en même temps. Et c'est, je pense, le seul pays en Europe démocratique où la gauche permet à l'extrême droite de coexister dans une même manif. Cette coexistence, qui trouve sa raison d'être dans un populisme latent, a eu un effet catastrophique. La coexistence a montré l'osmose entre les deux populismes et c'était peut-être un des événements qui ont facilité l'entrée au Parlement, pas d'une n'importe quelle extrême droite, mais d'une extrême droite extrême et néo-nazie. C'est le parti nationaliste et néo-nazi Aube Dorée qui, grâce à 7% de l'électorat grec, entre au gouvernement. Il va sans dire qu'Aube Dorée est arrivé à ce score en pratiquant une dialectique populiste, xénophobe et raciste. Les immigrés illégaux, dehors, c'est son leitmotiv. Créé dans les années 80 par celui que la presse grecque surnomme le Führer, Chrysi Avri n'était jusqu'à présent qu'un groupuscule néo-nazi marginal. Pour stopper les flux d'immigrés, il veut miner la frontière gréco-turque. Un drapeau rouge ou un symbole grec ancien rappelle fortement la croix gammée nazie, un slogan, la Grèce aux Grecs. Dans une société en crise profonde comme la Grèce, il suffit aux différents partis de tenir une rhétorique populiste sur laquelle ils placent leur idéologie pour engranger des votes. Panayote nous emmène à la rencontre d'une parlementaire grecque qui se bat contre l'utilisation du populisme. Quand
compris qu'on n'était pas riche, que la Grèce n'était pas un pays riche et on vivait pendant des décennies avec des dettes, alors on a trouvé les victimes faciles. La gauche a dit, ok, c'est à cause de l'Union européenne, c'est à cause des Allemands, c'est à cause de Merkel. De l'autre côté, l'extrême droite qui a dit, ok, ce sont les immigrants, mais la situation est si difficile que les Grecs n'arrivent pas à les comprendre. Et ils ne pensent plus avec le cerveau, ils pensent avec les sentiments. La société grecque est habituée au populisme. Alors il faut admettre que pour gagner des votes et que pour avoir un bon résultat aux élections, tu es presque obligé d'utiliser un tout petit peu le populisme. Ils ne font autre chose que flatter les Grecs, que dire ce que les Grecs veulent attendre. Si vous fermez les yeux au Parlement et vous attendez seulement les paroles et les discours dans le Parlement, malheureusement, il y a certaines fois où quelqu'un n'arrive pas à distinguer s'il parle l'eau dorée ou la gauche radicale. Et c'est dommage parce que mon parti faisait partie de la gauche radicale auparavant. Il y a 3 ans qu'on l'a quitté. Et si les Grecs continuent à croire à des gens qui leur flattent, qui leur caressent les oreilles, ils n'arriveront jamais à trouver la racine de leurs problèmes. Le fait que des partis d'extrême droite et d'extrême gauche utilisent les uns et les autres couramment la méthode populiste peut rendre d'aucuns mal à l'aise. Ainsi, nous avons invité en studio un politologue afin de nous faire l'analyse de ce type de discours populiste que l'on peut retrouver dans de nombreux pays européens. Nous avons choisi l'exemple de la France. Je regarde du côté des patriotes. Je pense qu'il y a des patriotes partout, à droite et à gauche, et je leur dis à ces patriotes, notre patrie est en danger, l'Union européenne est en train de l'écraser, on organise la dissolution aussi au niveau des communes, et par conséquent, si vous voulez œuvrer pour votre pays, vous pouvez effectivement participer à des listes Front National, Rassemblement Bleu Marine pour appliquer les grands principes qui sont les nôtres de moralisation. Les gens de finance, ces lamentables parasites qui ont emmené le monde à la catastrophe, continuer à s'arroser avec des bonus qui correspondent à la rémunération de leur turpitude. Ces 2 extraits sont bien choisis puisqu'on voit bien ici comment le populisme n'est pas une idéologie mais davantage un répertoire de discours, un style. Et le principal trait qui ressort, le trait commun à ces 2 orateurs, c'est la dimension morale, évidemment, la glorification du peuple saint, vertueux, contre les élites venues d'ailleurs qui le pervertissent. Ça, on voit que c'est vraiment le fond commun du populisme. Vous pouvez effectivement participer à des listes Front National. Les 2 orateurs utilisent le même répertoire de dénonciation des élites, une manière de se mettre en posture de parler, non pas au nom du peuple, mais à la place du peuple. Quand je parle, c'est le peuple qui parle. Mais dans un cas, on choisit comme bouc émissaire l'Europe. Dans l'autre cas, celui de Mélenchon, on choisit comme bouc émissaire la finance internationale. Donc ce positionnement, il est réfléchi et on voit qu'il est logique, congruent avec le positionnement idéologique de chacun des 2 acteurs politiques. Les gens de finance, ces lamentables parasites qui ont emmené le monde à la catastrophe. Mélenchon et Le Pen peuvent partager le même répertoire populiste, mais on voit bien en même temps que ce n'est pas le même fond idéologique. Par exemple, on invoque le peuple, ici le peuple national, qu'il s'agit de rassembler contre les risques de dissolution, pour reprendre les mots des 2 orateurs. Mais dans un cas, il s'agit surtout du peuple ethnique, le vrai peuple français. Dans l'autre, celui de Mélenchon, c'est plutôt le peuple, le petit, contre les gros de la finance internationale. C'est un exemple d'une différence de nature, de contenu entre ces deux formes de discours. La méthode populiste a largement débordé du cadre politique pour être utilisée dans de nombreux domaines de notre société. Il faut pouvoir décoder un nouveau style de communication qui utilise le répertoire populiste.
On parle du populisme politique comme on en parle en effet dans les médias, dans la culture, dans le religieux. De même, l'étiquette peut brouiller les choses partout, mais ça montre en même temps que cela renvoie à un phénomène sociétal profond. À chaque fois, on retrouve les mêmes caractéristiques. La méfiance envers les institutions, le primat de l'émotion sur la raison, la critique des élites, le fantasme du rassemblement qui passe tout de même souvent par la désignation d'un bouc émissaire. On voit bien que c'est un phénomène qui travaille toutes les institutions, quelles qu'elles soient. Dans les médias, le populisme est tout à fait à l'aise. Négation de la distance, immédiateté, on décrit là le fonctionnement des nouveaux médias, des réseaux sociaux. Donc on assiste à une reconversion du populisme qui se trouve tout à fait à l'aise dans les nouvelles arènes du débat, politique, culturel et autres. Donc Internet n'est pas du tout la fin du populisme. Au contraire, c'est une nouvelle arène, une nouvelle structure d'opportunité qui s'ouvre pour le populisme. En Grèce, le point de rencontre des discours populistes de droite et de gauche est la justification de la situation de crise actuelle par des causes extérieures. La présence d'étrangers sur le territoire national pour les populistes de droite, la tutelle européenne pour les populistes de gauche. Les effets se font directement sentir sur la population. Ainsi, dans certains quartiers populaires à forte concentration d'immigrés, les partis d'extrême droite ont réussi à s'installer en aidant les habitants grecs à en chasser les immigrés. Panayote Dimitras nous a emmenés dans un quartier populaire d'Athènes, devant l'église Saint-Panthélémon. Cette place était le point de rencontre de familles immigrées. Les enfants jouaient dans la petite plaine de jeu devant l'église. Il y a 2 ans, certains citoyens grecs soutenus par l'extrême droite ont violemment interdit la place aux personnes étrangères et fermé la plaine de jeu. Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui? Une plaine de jeu qui est fermée. Depuis 3 ans, on a même changé de maire. Il y a maintenant un maire qui se dit antiraciste, mais il n'a pas osé rouvrir cette jeu. Donc les enfants du quartier, c'est-à-dire les enfants immigrés, ne peuvent pas l'utiliser. Au centre de la place, un slogan raciste est tagué au sol. Et cela est toléré. Pendant des années, personne n'a senti le besoin d'effacer ce slogan raciste devant la plus grande église des Balkans, comme ils disent avec fierté. Au début, c'était les réactions des hommes du quartier, et après, ils ont été récupérés par les forces d'extrême droite. Certains de leurs leaders sont des candidats de partis néo-nazis ou d'autres partis d'extrême droite. Le fait qu'on a toléré des événements comme cela est une des explications pour lesquelles il a été tellement facile à une extrême droite tellement néo-nazie d'accéder au Parlement. L'utilisation de la méthode populiste a profondément imprégné la société grecque. Panayote Dimitras nous propose de rencontrer un écrivain qui a analysé le phénomène du populisme. Son dernier ouvrage s'intitule « Mythes et stéréotypes de la crise grecque ». To paraphrase Winston Churchill, Greece is producing more populism than we can consume. So what is in reality happening in Greece is that we are making a lot of efforts to change the archaic structure and administration of the country. It's like trying to upgrade the hardware of the country, but nobody cares about mentalities and behaviors about the software of the country, which, in my view, is the most serious problem of the country. It is an obligation of politicians to fight against myths and stereotypes, and it is obvious that they do not want to undertake this obligation. Les médias, toujours à la recherche d'une plus grande audience, se font les relais des discours populistes. The majority of media has played a very significant role in the rise of populism left and right in Greece. They endorsed populists, they helped populists, they invite populists on TV shows, and very recently they started inviting the Golden Dawn people. Le populisme est soutenu et porté par les médias qui
transmettent cet appel soi-disant légitime au peuple, lancé par un leader dont le message reste suffisamment flou pour que la majorité des électeurs s'y retrouve. Jamais, comme ces dernières semaines, le peuple de France n'a eu le sentiment aussi fortement qu'on lui manquait de respect, qu'on n'acceptait pas de lui dire la vérité et qu'on voulait lui imposer une décision dont il ne voulait pas. Le populisme est devenu une obsession. Ce vocable est tellement suremployé qu'il peut perdre toute sa signification. Le concept de populisme est à la fois un concept qui permet de décrire le réel. Berlusconi est populiste parce que X, Y, Z, Chavez, Thatcher, Schwarzenegger, etc., etc. Mais c'est aussi le populisme, un mot qui permet d'influencer le réel. Vous voulez discréditer un adversaire, commencez par le traiter de populiste et il sera déjà en difficulté avant même que vous n'ayez expliqué ce que vous pensez de lui. Donc c'est en effet, le populisme peut être utilisé comme une arme. C'est qu'il est souvent utilisé pour discréditer et disqualifier une certaine parole, voire disqualifier l'appel au peuple. Et on constate aussi que très souvent dans les débats, l'adjectif populiste, en fait, un peu comme le terme terroriste, est utilisé pour clore le débat et pour disqualifier l'intervenant ultérieur. Un peu à l'instar de la gouvernance, qui est un autre terme qui foisonne, qu'on utilise à tort et à travers. On va parler de gouvernance urbaine, de bonne gouvernance, etc. Le populisme, c'est la même chose. Alors que, par exemple, combien de fois est-ce qu'on ne taxe pas un homme politique de populiste alors qu'on pourrait dire tout simplement qu'il est démagogue? Mais paradoxalement, le terme démagogue, lui, a un peu disparu du champ lexical. Et celui qui dit « Oui, mais ça c'est populiste », il se débarrasse ainsi d'une question qui pose justement problème, ou qui pourrait poser. Et en même temps, il se donne un label démocratique à bon marché. Ça s'appelle utiliser le langage sous sa forme jugée. Et certains, dans le débat, utilisent les mots repoussoirs pour se débarrasser justement d'une question qui pose problème. Je crois que c'est dangereux de tout assimiler au populisme. Encore une fois, le populisme, ce n'est pas une idéologie. On se réfère très rarement à l'étiquette populiste pour la revendiquer. Un peu plus maintenant, mais en Europe à tout le moins, il n'est pas très fréquent d'avoir des partis populistes, alors qu'on peut avoir des partis qui se réclament du fascisme. Donc ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas non plus une forme d'organisation. Le défi du populisme, justement, c'est de s'institutionnaliser, de durer. Donc il ne faut pas tout confondre. Les discours populistes peuvent véhiculer une prise de conscience et une remise en question légitime d'un certain nombre de problématiques qui traversent le fonctionnement de la société. Il est parfois bon que les grands partis politiques traditionnels soient secoués par des partis populistes. Ça oblige les partis traditionnels à ne pas se reposer sur leur laurier et à aussi balayer devant leur propre porte en se disant après tout, maintenant qu'on a attaqué, on doit justifier. Je pense que ce n'est pas seulement quelque chose de négatif. Tout dépend de l'évolution du discours. Si ça s'oriente vers du racisme et du rejet d'un bouc émissaire, c'est à mon avis moins productif que si on essaie de s'attaquer correctement aux élites qui posent problème, ou qui ne font pas leur métier, leur travail. La version positive des effets du populisme dans une société démocratique quelque peu confisquée, sclérosée telle qu'on la connaît, ça serait justement que cela puisse être un outil, non pas pour disqualifier, mais un outil pour revivifier et pour permettre la réappropriation de la démocratie, et notamment par des initiatives d'éducation populaire qui pourraient encadrer ce mouvement. Pour la Grèce, les effets du populisme sont cependant extrêmement négatifs. Ce sont les jeunes générations qui en subiront les conséquences. Panayote Dimitras nous a proposé de l'accompagner à l'université d'Athènes. Dans cette période de crise, c'est ici, devant les bâtiments de l'université, que les jeunes se rassemblent pour protester contre toute atteinte à leurs droits. Le populisme, ça crée l'intolérance, parce que le peuple, jamais n'est un groupe unique. Quand on parle au nom du peuple, on oublie les minorités dans le peuple. On n'a jamais vu, même dans les groupes populistes de gauche, parler des droits des homosexuels, des lesbiennes, des droits des minorités nationales. Tout au contraire, on les a vu très souvent se tourner contre. Aujourd'hui, il y a un député de Syriza qui a dit au Parlement que le mémorandum de la Troïka a augmenté l'homosexualité, pas l'homophobie, l'homosexualité en Grèce. Alors, on le dit et on est là. Donc, finalement, ça gêne à la démocratie, ça gêne aux valeurs des droits de l'homme. Le populisme de gauche est dangereux parce qu'il annule le vrai programme de la gauche, des réformes
progrès, de la solidarité, et il joue le jeu du populisme de la droite. Panayote a rendez-vous à l'université avec le professeur Atsis. Celui-ci tient sur Internet un blog sur les développements politiques et sociaux en Grèce. Populists managed to transform majorities, to educate them in their populist ideas and to present these majorities as the agents of change. But this is not true. Populism is very dangerous, especially right-wing populism, but also left-wing populism can lead to economic disaster. Right-wing populism can lead to a deterioration of democracy. Depuis près de 3 ans, l'Union européenne fait pression sur le gouvernement grec pour tenter de redresser la situation. Of course, a solution should come from inside Greece, but this pressure is very productive for me, because this was the only way for Greece to realize the need for modernization and for reforms. And this is crucial for me. I think that for the past 3 or 4 years, the most important agents for modernism, for reforms, was always outside factors and not factors inside Greece. Ça fait longtemps que nous ne vivons plus en démocratie. Il ne nous en reste plus que l'apparence. Ça fait longtemps que nos libertés sont cadenassées, que notre presse est bâillonnée, et nous ne comptons plus les attaques des derniers gouvernements, de droite comme de gauche, contre les droits sociaux de nos compatriotes. Les discours populistes ne peuvent trouver leur place que dans un contexte démocratique. Pourtant, le populisme ouvre la voie aux extrémismes, ennemis de la démocratie. Donc pour moi, le populisme est sans doute est inhérent à la démocratie et est probablement une exacerbation aiguë, maladroite, irritante, douloureuse de ce qui fait la démocratie, c'est-à-dire le droit de critiquer votre adversaire et de dire ne votez plus pour mon adversaire mais votez pour moi. On pourrait considérer que le populisme en fait est un outil qui permet de prendre le pouls de la démocratie et qui permet de voir justement en quoi la démocratie représentative telle qu'elle se pratique à l'heure actuelle est malade. On peut aussi voir dans le populisme une volonté du peuple de se réapproprier la chose démocratique et par rapport à une démocratie représentative qui est confisquée par certaines élites. C'est à la fois un défi à la démocratie, puisqu'il prétend donner le pouvoir au peuple, c'est le but de la démocratie. Il prétend faire même mieux que la démocratie, puisqu'il refuse toute médiation, donc il met directement le peuple au pouvoir. En ça, c'est un défi à la démocratie. Mais c'est aussi évidemment une perversion de la démocratie, puisque cela réfute le temps long de la délibération de la raison publique. Et puis, quelque part, on peut dire que malgré tout, il est aussi niché dans la démocratie, ce populisme. Le phénomène du populisme est difficile à appréhender. Cette manipulation fonctionne dans une société malade, en recherche d'apaisement et de sécurité. Et pourtant, l'effet recherché peut s'inverser. Il ne faut pas oublier que les raccourcis faciles et les idées simplistes peuvent nuire gravement aux libertés.